Merci à toutes et tous d'être présents. Je vais commencer par quand même remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque et les collègues du CRECIS pour ces 3 jours de débat et de discussion qui sont très passionnants jusqu'à présent. Alors, je vais vous présenter donc un travail, un début de travail, un projet de recherche. Ça va être encore plus exploratoire que ce qui vient de nous être présenté par Philippe. Donc un travail qui s'intitule pour aujourd'hui Oublier l'industrie, les mobilisations du numérique pour redéfinir les échanges marchands autour des pornographies. C'est un travail, en fait, ce que je vais vous présenter donc, est un travail vraiment exploratoire qui en fait, se construit dans le cadre d'un projet de recherche plus général qui porte sur les industries pornographiques dans le cadre numérique, qui a fait l'objet déjà de premiers travaux un peu de recherche, de revue de littérature, notamment en collaboration avec Nathalie Bissonnette, doctorante à l'Université Laval. Je travaillais un peu avec Éric Georges aussi sur l'élaboration de certains éléments de projets et de programmes. Et j'ai travaillé également avec Julie Anne Gramassia pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui est aussi doctorante à l'Université Laval et à Bordeaux-Montaigne. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail, comme je le disais, donc exploratoire, avant de développer, de mettre en place un projet de recherche un peu plus complet, qui sera systématisé, qui, j'en profite pour le dire, parce que c'est une bonne nouvelle pour moi en tout cas, qui fera l'objet d'un soutien, d'une subvention du FQRSC pour les 3 prochaines années, dans le cadre du soutien à la recherche pour la relève professorale. Alors comme ça a été rappelé par mes 2 prédécesseurs juste avant, évidemment, mon projet de recherche et ce que je vais vous présenter se situe dans une place croissante des plateformes numériques dans l'économie et dans les industries de la culture. Le rappel qui a été fait par Philippe s'applique aussi à ce que je vais évidemment vous présenter. Donc, depuis notamment le milieu des années 90, le développement progressif du web, l'accès à grand public Internet, les marchés, les industries des médias, de la culture, de la communication connaissent évidemment de très nombreuses transformations dont on a abordé lors de ces derniers jours, qui trouvent à la fois leur source dans des influences conjoncturelles, contemporaines, notamment liées à l'économie du numérique, mais également dans le questionnement de structures de financement qui sont établies pour certaines depuis plus d'un siècle, notamment les questionnements des logiques éditoriales, des logiques de flux qui sont structurantes pour les industries de la culture et de la communication. Alors dans ce contexte de transformation de l'économie et des industries de la culture, je souhaite donc m'intéresser à la question des pornographies, des contenus pornographiques et surtout des industries de la pornographie. Plusieurs auteurs, depuis notamment le début des années 2000, ont souligné que les contenus pornographiques et la pornographie ou les pornographies sont devenus des produits de consommation de masse très utilisés et qui touchent un public croissant, notamment avec évidemment le contexte du numérique, le contexte des accès potentiels sur les plateformes web, sur certaines applications, et grâce au support d'Internet. Donc des produits de consommation de masse qui peuvent rentrer et qui peuvent être pris en compte au sein des industries de la culture et de la communication, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est jusqu'à présent très habituel, mais on est tout de même en présence de contenus qui comportent des formes de créativité qui participent de représentations symboliques, notamment qui font l'objet, pour reprendre ce que mentionnait aussi Philippe Bouquillon sur un autre domaine évidemment, des questionnements sur les droits de propriété intellectuelle. Donc on peut l'intégrer et surtout le questionner, ces questions de l'industrie pornographique et de contenu pornographique à l'aune et à la lumière des travaux sur les industries de la culture et de la communication. Alors plusieurs questions évidemment sont soulevées. Les spécificités supposées au réel de ces marchés, de ces industries, au sein des industries de la culture et de la communication, notamment les enjeux de conception sociale, voire de conception morale, quelles sont les influences que cela peut avoir sur le fonctionnement, la mise en place, le déploiement de ces marchés, de ces industries, mais quels en sont aussi les modes d'organisation, les logiques d'acteurs, les logiques socio-économiques ou les stratégies générales, voire certaines tactiques de la part des acteurs économiques.
Alors, j'ai intitulé ma communication, ma présentation d'aujourd'hui, donc avec cette idée d'oublier l'industrie qui peut paraître un peu paradoxale quand je me propose de parler de l'industrie ou des industries de la pornographie. En fait, je voulais reprendre et partir du point d'une distinction en fait qui était proposée et dès le départ questionnée par une chercheure finlandaise qui s'appelle Susanna Pahasonen. Et une distinction en fait qu'elle se proposait de faire, notamment dans un article de 2010, entre ce qu'elle reprenait comme étant un net porn et une porn on the net, qui en fait était une façon pour elle de qualifier un certain nombre de débats qui entouraient l'industrie pornographique et les contenus pornographiques depuis le développement de l'Internet grand public, en soulignant qu'on pouvait observer et potentiellement distinguer à la fois une pornographie qui serait spécifiquement liée au numérique, qui serait potentiellement nouvelle, entre guillemets, qui redéfinirait les contenus, certains scripts, formats, qui se situeraient en partie à distance de l'industrie pornographique, et en même temps une porn on the net, c'est-à-dire dans son propos, une véritable numérisation de la pornographie telle qu'elle existait avant, une numérisation de l'industrie en tant que telle, de ses contenus, de ses formats, et des relations de travail, de son organisation, etc. Évidemment, cela fait écho notamment au développement et à la mise en visibilité, notamment dans la foulée du Web 2.0, d'une production par les amateurs, distribuée en partie par des plateformes numériques qui existaient bien auparavant le développement du numérique et de l'Internet, mais qui a été potentiellement largement mis en valeur, mis en visibilité, et qui rentrerait dans ce que Susanna Pahasonen qualifie de net porn, qui a été reprise et qui était aussi un mouvement notamment militant de la part de certains acteurs qui ont souhaité développer, grâce aux technologies ou en mobilisant certaines technologies liées au numérique, des scripts sexuels, des types de contenus, des formats de contenus, des textes, d'une certaine façon, qui sont ou qui étaient supposés être relativement absents de l'industrie, d'une industrie qualifiée de pornographique mainstream. Donc avec cette idée de net porn qui serait une forme d'alternative, si ce n'est parfois même une contestation des contenus et des scripts qui sont proposés par l'industrie pornographique. Alors évidemment, mon point n'est pas ici de nier ou de remettre en question les nouveautés et certains contenus à la fois développés par des amateurs ou les possibilités d'alternatives ou de nouveaux contenus. Un certain nombre de chercheurs d'ailleurs ont souligné que cette grande diversité se développait très fortement depuis les années 2000. Je pense notamment aux travaux de Vorose, de Doring ou d'autres, qui ont souligné la grande diversité à la fois des contenus, des usages, des réceptions, des mobilisations par les individus, par les récepteurs potentiellement ou par les consommateurs. Mais en fait, mon propos est surtout ici de proposer, à partir de cette distinction proposée par Pahasonen, d'intégrer le questionnement économique et socio-économique qui est relativement absent ou assez peu présent, notamment dans la littérature et la recherche francophone, aussi dans une recherche plutôt à une échelle relativement internationale, où généralement on se concentre surtout sur les contenus, mais assez peu sur les structurations économiques, les structurations industrielles qui peuvent ou non laisser place à ces contenus, qui peuvent encadrer les contenus proposés notamment par les individus ou éventuellement les alternatives possibles. Notamment, et c'est ce que propose d'ailleurs Pahasonen à la suite de sa distinction, c'est, je cite, de reconsidérer les catégories de la pornographie en termes d'esthétique, mais aussi d'économie médiatique, comme un champ qui implique de l'investissement affectif, des formes de travail et des formes d'échange. Alors, dans le cadre de mon projet de recherche, encore une fois, qui se veut et qui est exploratoire dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je souhaite donc étudier les transformations des structures et des stratégies qui participent à la fabrique de marchés, notamment à l'organisation des industries de la pornographie, avec une double idée, à la fois qu'un certain nombre de discours, en partie potentiellement idéologiques, viennent encadrer des marchés
qui sont en partie nouveaux pour les pornographies, notamment ceux qui mettent en avant des alternatives ou la présence d'amateurs. Donc, considérer que les discours peuvent encadrer, peuvent même parfois créer, fabriquer discursivement et socialement de nouveaux marchés qui peuvent bénéficier ensuite aux industries de la pornographie, mais aussi questionner évidemment, c'est assez évident pour notamment certains chercheurs qui travaillent sur l'économie politique, questionner les modèles socio-économiques qui sont mobilisés ou qui sont développés à cette occasion de création de nouveaux marchés, de nouvelles industries ou de nouveaux positionnements industriels, notamment pour questionner, sans forcément les remettre en question, mais au moins les questionner, les alternatives qui sont revendiquées aux industries pornographiques dites mainstream. Alors, dans le temps qui me reste, j'avais prévu des éléments un peu plus larges pour cette présentation, mais je vais me concentrer surtout sur un exemple exploratoire qui va toucher un certain type de plateformes qui mobilisent des amateurs. Mais avant cela, ce qu'il faut quand même noter, en termes d'éléments de contexte quand même général sur les industries et les marchés de la pornographie en ligne, c'est que ce que l'on observe depuis le début des années 2000, qui a été souligné par certains chercheurs, mais aussi même dans l'espace public, ou dans certaines propositions par des journalistes ou des anciennes réalisatrices, par exemple, c'est le contexte d'une déstabilisation très forte d'acteurs industriels mainstream qui étaient notamment présents dans la production, dans l'édition de contenus, dont les modèles économiques, les possibilités de rentabilité seraient fortement mises en question, seraient fortement déstabilisées, notamment avec l'accès gratuit à de très nombreux contenus pour les consommateurs. C'est aussi le contexte de la présence très centrale depuis le milieu des années 2000 qui s'est constitué progressivement, mais en quelques années tout de même, du groupe MindGeek qui regroupe un certain nombre de portails, notamment portails gratuits pour le consommateur, qui agrègent et qui distribuent un très grand nombre de contenus avec une diversification assez importante, un nombre de portails très nombreux, très importants, qui proposent des flux de contenus gratuits qui sont éventuellement proposés parfois, ou qui sont produits par certains amateurs, qui sont aussi parfois des reprises de studios de production, des contenus produits de manière plus habituelle et professionnelle, mais qui ont laissé une place très importante à ce groupe MindGeek, avec beaucoup de débats sur la constitution et les stratégies de ce groupe, mais je ne vais pas m'appesantir ici dessus par manque de temps. On voit aussi le contexte, parce que je parlais d'alternatives tout à l'heure, du développement, dont l'importance demeure tout de même à caractériser, d'une création, d'une production également, et parfois même de schémas de distribution autonomes, de contenus qui se présentent comme alternatives, notamment une création et une production alternative féministe, qui est assez importante, qui se propose souvent sous d'autres modèles, notamment avec des logiques plutôt payantes. Ce sont souvent des contenus qui se présentent comme étant plus éditorialisés, entre guillemets, avec une présence importante de discours et de métadiscours, d'énoncés d'accompagnement, notamment métapornographiques, qui visent à se distinguer des schémas industriels. Mais ce sur quoi je vais consacrer la suite et la fin de ma présentation, c'est sur l'exemple des plateformes qui s'intitulent donc souvent qui sont présentées comme s'intitulant des plateformes de sexcam, c'est-à-dire des plateformes qui proposent et diffusent principalement des performances en direct. Alors, je ne vous présenterai pas d'images ou d'illustrations, mais ce sont des plateformes qui proposent une séparation, notamment principalement de performeuses. Je vais utiliser le genre féminin pour parler de la majorité des personnes et des actrices qui sont présentes, ou des performeuses, des modèles, il y a plein de façons de les qualifier, qui sont présentées selon leur genre, selon différentes caractéristiques, qui peuvent être physiques, qui peuvent être de l'âge, qui peuvent être le pays de résidence, qui sont ordonnancées souvent sous des formes de popularité. Donc on les présente toutes en même temps dans les dispositifs des plateformes en direct, mais avec souvent un classement selon l'audience, selon des formes diverses de popularité. Différentes plateformes qu'on a commencé à explorer qui mettent en commun, et ça c'est vraiment un point commun, un caractère amateur des performeuses,
et une distanciation assez forte des industries pornographiques. Ce qui est présenté, les personnes qui sont présentées sont avec différents évidemment niveaux, mais sont à chaque fois présentées comme étant des amateurs, avec plusieurs sens du mot amateur qui sont à la fois des non-professionnels, des personnes donc, qui n'en font pas forcément, en tout cas de la façon dont c'est présenté dans les dispositifs, l'encadrement des non-professionnels qui sont présentes sur ces sites, ou dans certains cas, plutôt des amateurs au sens de personnes qui aiment qui ont une pratique hédoniste communautaire autour de la sexualité et qui souhaiteraient se mettre en avant, se mettre en scène dans les performances. On observe aussi beaucoup de variations dans l'encadrement des performeuses ainsi que dans les accès par les consommateurs. Ces plateformes vont soit laisser, en tout cas dans les conditions générales, dans les formes d'organisation, dans l'encadrement, une certaine liberté dans ce qui est acceptable ou non en termes de pratiques. Certaines plateformes vont au contraire dire que les modèles ne peuvent faire qu'un certain nombre de pratiques, doivent être payés pour un certain nombre de pratiques. Parfois, on observe des séparations très fortes entre des modèles professionnels qui demandent une rémunération, des modèles amateurs, des modèles qui ne vont pas s'exposer, par exemple, sur le plan de pratiques sexuelles, etc. Donc, les plateformes peuvent beaucoup varier dans l'encadrement des performeuses, dans l'accès par les consommateurs, avec parfois une demande de paiement pour toute pratique que je qualifierais assez simplement d'explicite, ou parfois des possibilités de spectacles et de performances en direct gratuites, non payées, ou parfois des possibilités de performances publiques, mais qui vont être rémunérées par une partie des consommateurs, donc une grande variété de performances et d'encadrement possibles. Ce que l'on observe, par contre, en commun, c'est à la fois une forme de marchandisation très assumée, je dirais, qui est visible et mise en visibilité par les plateformes, et en même temps une structure d'industrialisation qui est relativement effacée. Alors, ce qu'on observe sur quasiment toutes les plateformes concernées, c'est la présence commune ce que j'ai qualifié d'un outil marchand qui s'appelle des jetons, des tokens, qui sont achetés par les consommateurs contre des dollars, contre une monnaie, qui sont dépensés auprès des performeuses sous forme de cadeaux, de dons ou parfois en échange de performances, et que ces performeuses ensuite peuvent échanger contre de la monnaie auprès de la plateforme concernée. Ce dispositif marchand est fréquemment apparent de manière très centrale. Il est mis en visibilité, il est clair, il accompagne même dans les dispositifs sur les plateformes la performance en tant que telle. C'est mis en visibilité, c'est pour ça que je parlais d'assumer par les plateformes. La marchandisation est assez explicite. Donc parfois, le paiement et l'utilisation de cet outil marchand peut être un préalable ou peut faire l'objet, peut être présenté comme un outil interactionnel parmi d'autres, notamment au milieu de discussions entre consommateurs ou avec les performeuses, va être mis en avant comme une façon de récompenser au milieu de discussions qui peuvent avoir lieu entre les consommateurs entre eux, ou parfois entre les consommateurs et les performeuses. Il y a sur certaines plateformes, notamment celles qui mettent le plus en avant le caractère amateur de la plateforme et de leur performeuse, l'idée qu'il y a un mélange entre la marchandisation et des formes de sociabilité au sein de ces plateformes. Alors, ce que l'on observe, c'est que ces plateformes, là je vais présenter deux schémas un peu très préalables, mais ce que proposent ces plateformes, notamment sur la proposition, leur présentation auprès des consommateurs, c'est un rapport relativement peu intermédié, avec peu d'acteurs présents. Donc les plateformes seraient au centre d'un échange entre consommateurs et performeuses. Donc une relation qui est simplement intermédiée. La plateforme permettrait une rencontre assez simplifiée. Par contre, si on creuse un peu, ce que l'on observe, c'est qu'en fait, on voit une forme d'organisation relativement industrielle qu'on pourrait éventuellement qualifier de filière industrielle, même si c'est des choses qui nécessitent encore d'être assez étudiées, mais avec une organisation notamment, et ça fait écho à des choses qui ont été mentionnées, la recherche de performeuses avec des studios parfois qui organisent
les pratiques des performeuses, des agences qui vont les recruter, des blogs, des sites de conseil qui vont aussi recruter des performeuses pour les amener vers les plateformes de ces scams avec des échanges financiers, des contreparties financières, des intérêts donc, en amont de la filière, de cette façon, avec des studios, par exemple, présents dans certains pays comme la Roumanie, la Colombie. Et de l'autre côté de la filière, ce que l'on observe, c'est aussi des réseaux d'affiliation, notamment, donc des réseaux de sites web qui vont aller capter les consommateurs par différentes techniques pour les renvoyer vers ces plateformes et qui vont obtenir une rémunération de la part de la plateforme avec aussi des sites, des plateformes de white label, donc ils vont reprendre de manière un peu fantôme le dispositif de la plateforme. Donc tout cela, en fait, organise de manière assez complexe avec des déplacements d'audience, du trafic d'audience d'une certaine façon, et des déplacements de rémunération qui, en fait, sont relativement effacés. Il faut un peu plus, qui ne sont pas présentés, évidemment, aux consommateurs, parce qu'on a une dichotomie entre le discours relativement de rapport direct entre performeuses et consommateurs avec simplement un intermédiaire qui est la plateforme, et en fait, un modèle industrialisé qui est très présent. Alors en conclusion, puisque je dépasse déjà le temps, ce que l'on peut observer, c'est que dans le contexte des industries pornographiques, la numérisation d'une partie des créations, des productions, éditions de contenus pornographiques a ouvert la voie, parfois félicitée, accueillie positivement ou parfois regrettée par certains acteurs industriels, à une transformation des modèles, des structures de production, des modalités de marchandisation également, notamment la place d'une distribution gratuite de plus en plus importante. Ce que l'on voit notamment, ce que j'ai voulu montrer avec cet exemple, et encore une fois très exploratoire de ces plateformes particulières, c'est que certaines composantes de l'industrialisation sont effacées partiellement, notamment dans la proposition qui est faite auprès des consommateurs, mais les modalités d'organisation, les capacités d'organisation, d'encadrement de la part des filières semblent demeurer bien présentes. Et il est donc possible de questionner cette dynamique d'industrialisation et de réindustrialisation dans des formats, dans des marchés, autour de scripts qui se présentent et qui se construisent, notamment dans leur rapport aux consommateurs, comme des alternatives, mais qui semblent aussi participer, peut-être aussi et surtout, au renouvellement à la fois de formes d'externalisation en réseau et éventuellement de formes d'exploitation, notamment des actrices et des performeuses. Je vous remercie pour votre attention.